Je m'appelle Guillaume Pitron, je suis journaliste et auteur de livres d'enquête, dont le dernier qui s'appelle L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui libèrent. Pendant 2 ans, j'ai enquêté sur 4 continents sur l'impact matériel de nos vies censément virtuelles. On a l'impression, lorsqu'on utilise les outils numériques, lorsqu'on envoie un email, un like, une photo de vacances, que nos vies sont dématérialisées. En réalité, il faut énormément de matières premières, il faut beaucoup d'électricité pour pouvoir vivre ces vies connectées et dont on a le sentiment qu'elles n'impactent pas l'environnement, qu'elles n'ont aucun impact sur les écosystèmes. En fait, pour vivre nos vies numérisées, et encore plus dans une période de Covid-19 où on a tous eu besoin de ces outils-là pour créer des interactions sociales, pour faire vivre nos économies, eh bien en réalité, il faut mobiliser ce que Greenpeace considère comme étant bientôt l'infrastructure la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite. Une infrastructure qui est faite de centres de traitement de données dans lesquels sont stockées nos données, mais également de câbles sous-marins, de satellites pour une petite partie de l'information qui transite par l'espace, de réseaux énergétiques, puisqu'il faut encore une fois de l'électricité pour faire tourner toute cette machine, et puis de part et d'autre du réseau, des objets connectés qu'on appelle les téléphones portables. Et toute cette infrastructure a un coût écologique dont il faut bien prendre conscience. Cette pollution numérique, elle est très difficile à quantifier parce que nous sommes au tout début de la prise de conscience de ce phénomène. Donc les chiffres sont contradictoires, les experts ne sont pas d'accord. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le numérique mobilise à peu près 10% de la production électrique mondiale. C'est comme si toutes les centrales électriques qui fonctionnent aujourd'hui sur Terre étaient mobilisées juste pour faire fonctionner le numérique. Naturellement, l'électricité, il faut la produire, notamment avec du gaz naturel, du pétrole, du charbon, donc ça émet des gaz à effet de serre, et on considère que le numérique, c'est à peu près 3,7% des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que le secteur civil aérien mondial, et la pollution numérique, c'est le poste industriel, économique, dont l'impact écologique croît le plus vite. Et donc à ce rythme, à cette dynamique d'expansion du numérique, on pense que, on conjecture que le numérique représentera le double de tous ces chiffres d'ici 2025. Quand je like, de fait, j'utilise toute cette infrastructure. Le coût écologique d'un like, il est inconnu. Il est probablement extrêmement proche de zéro. Un like, ça ne pèse rien pour la planète. Et d'ailleurs, finalement, personne ne sait vraiment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous envoyons chaque jour des milliards de likes, d'emails, de photos de vacances, de vidéos de chats, de notifications en tout genre. Et donc c'est l'addition de toutes ces interactions digitales, de toutes ces interactions numériques qu'il faut prendre en considération de façon à comprendre le chiffre de 10% d'électricité consommée par le numérique sur Terre et d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre. Chaque jour, l'humanité produit plus de données que toutes les données qu'elle n'a jamais produites depuis les débuts de l'informatique jusqu'à 2003. C'est absolument colossal. Nous produisons des volumes massifs de données. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'envoie un email, à chaque fois que je reçois un like, à chaque fois que je me déplace, eh bien tout cela produit des données en permanence. Les caméras de surveillance dans les rues des villes produisent de la donnée. C'est de la donnée vidéo. Lorsque j'utilise une voiture connectée avec des tas de caméras à l'intérieur pour que la voiture puisse se localiser par rapport à son environnement, tout cela c'est de la donnée. Donc ces données, elles sont sans cesse produites, elles transitent sans cesse par des câbles et sans cesse elles sont stockées de plus en plus dans des centres de traitement de données où elles vont pouvoir être stockées pendant des mois, des années, pour être ensuite analysées par des algorithmes et transformées en nouveaux services numériques. Pas une seconde ne passe dans ma journée sans que je ne produise des données parce que le téléphone que j'ai dans ma poche, il me géolocalise, il capte à mon propos toutes sortes d'informations et cela, ce sont des objets connectés qui aujourd'hui se multiplient, dont on va dénombrer demain des dizaines de milliards, des centaines de milliards, et qui sans cesse produisent de la donnée, et cette donnée, il faut bien la stocker quelque part. Les jeunes de la génération Greta, qui ont entre 13, 14, 15 ans, 20, 25 ans, sont extrêmement soucieux et sensibles à la question environnementale. Et à des formes de pollution qui sont les pollutions que leur laissent les générations précédentes.
la pollution due au transport en avion, la pollution plastique, la consommation de viande qui génère du méthane, et ainsi de suite. Et en même temps, cette génération, votre génération peut-être, n'a pas forcément conscience de toute cette pollution numérique qu'elle produit en utilisant des outils numériques et en consommant et en produisant des données. Donc j'ai le sentiment d'un paradoxe et je pense qu'il est important avec cette enquête de vous interpeller en vous mettant face à ce nouveau chapitre de la pollution dans l'histoire humaine, dont vous êtes vous-même les acteurs, pas forcément conscients. Il faut prendre conscience de cette pollution, il faut pouvoir la formaliser, mettre des chiffres dessus, et il faut commencer à agir en utilisant moins de téléphones portables, en conservant le plus longtemps possible le téléphone portable, et aussi en commençant à réfléchir à la meilleure manière de consommer des données, de produire des données, sachant les impacts écologiques que ça peut avoir. Les géants du net, avec leur logo, je pense à Google, Facebook, Amazon, sont partout visibles sur la toile. Et pourtant, les infrastructures qui permettent aux géants du net de nous proposer des services, ces infrastructures, elles sont quasiment invisibles. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble un data center de Facebook, de Google, d'Amazon. On n'a jamais vu les câbles de Facebook et de Google parce qu'ils se trouvent sous la mer. Et en fait, finalement, ces géants du net, ils sont partout visibles dans le monde virtuel, mais ils sont parfaitement invisibles dans le monde physique, dans le monde réel. Et ces infrastructures qui les font fonctionner, on ne les voit pas. Et je me suis rendu compte que ces géants du net, pour certains d'entre eux, je pense notamment à Facebook et Amazon, effacent leur présence, se rendent extrêmement discrètes, agissent derrière des sociétés qui ne portent pas leur nom, de façon à ce que finalement on ne prenne pas conscience de la réalité matérielle de l'infrastructure qui nous permet d'avoir nos existences, de profiter de nos existences virtuelles. Ces géants du net se rendent extrêmement discrets, ils invisibilisent leur présence, ils la tiennent loin de nos yeux, de façon à ce que nous n'en prenions pas conscience, et c'est une manière finalement d'échapper aux critiques environnementales sur l'impact écologique de ces infrastructures. Le plus difficile dans cette enquête, c'est d'aller dans les mines. C'est d'aller dans les trous que l'on fait tous les jours dans la terre pour extraire les métaux qui permettent d'avoir des téléphones portables. Et une mine, c'est toujours une zone grise. C'est jamais un endroit de la terre dont on est fier, parce que c'est forcément sale. Ça laisse nécessairement des cicatrices pendant des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Donc aller jusque dans les mines, et notamment les mines de graphite en Chine, graphite qui est nécessaire à la batterie de nos téléphones portables, c'est toujours une aventure, c'est toujours une épopée, ça se fait toujours de façon discrète, à la barbe des autorités, et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser pour écrire un livre, faire une enquête sur la pollution numérique. Une prise de conscience de la pollution numérique est possible. Elle est difficile parce que nous ne percevons pas avec nos sens cette pollution. Nous ne la sentons pas, nous ne la voyons pas, nous ne la touchons pas, parce que l'infrastructure est évanescente, elle est invisible. Néanmoins, l'éducation, la multiplication des chiffres, des contenus vidéo, paradoxalement, sur Internet, peuvent aider justement à prendre conscience de cela. Après, il faut agir. Il faut agir comment? D'abord, on peut agir de façon très concrète et très efficace en allongeant la durée de vie de nos produits numériques. En fait, le principal des défis, c'est de conserver son téléphone portable plus longtemps, de ne pas en changer en permanence, de le réparer quand on le peut, de l'acheter d'occasion, de le revendre d'occasion, et ainsi de suite. Après, il faudrait agir idéalement sur notre production de données. Et c'est là que ça devient très compliqué parce que nous sommes au début d'Internet. On ne fait juste que commencer à découvrir Internet. Rappelez-vous les débuts de l'électricité, les 25 premières années qui ont suivi le début de l'électricité, il y a à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et regardons-nous aujourd'hui. Donc imaginons-nous ce que va être Internet dans 30, 40, 50 ans. Ça va être absolument colossal, ça va être phénoménal. Nous sommes finalement à l'ère jurassique de l'Internet. Donc aujourd'hui, se dire qu'on va essayer de consommer moins de données, c'est absolument impossible. En fait, on ne va toujours consommer que plus de données sans arrêt. Nous ne pouvons pas nous passer d'Internet aujourd'hui, nous pourrons encore moins nous passer d'Internet demain, compte tenu de la richesse qu'il produira et de la manière dont cet outil rendra nos vies toujours plus simples, toujours plus agréables, toujours plus prospères. Donc il y a une réflexion collective qu'on va devoir engager, c'est plus une réflexion individuelle, c'est une réflexion collective, des actions collectives sur quel est le bon Internet, quel est le mauvais Internet. Est-ce qu'il y a un Internet intelligent? Est-ce qu'il y a un Internet idiot? Est-ce qu'il y a un bon usage des outils numériques? Est-ce qu'il y a un mauvais usage des outils numériques? Mais ça, c'est des questions qui sont sociétales, c'est des questions qui sont politiques, mais qu'il va falloir aborder de façon à peut-être avoir un usage plus raisonné, plus intelligent, plus sage d'Internet. Ce sont des immenses questions au-devant desquelles nous allons devoir aller.
Pour prendre conscience de la pollution numérique, il suffit de se demander qu'est-ce qui se passe lorsque j'envoie une photo de vacances à mon voisin de bureau. Est-ce que la photo de vacances, elle va aller de mon téléphone à celui de mon voisin de bureau qui se trouve à 3 mètres de moi? En fait, non. La photo de vacances, elle va passer par la box ou l'antenne 4G, elle va descendre par des fils, pourquoi pas de fibres, le long de mon immeuble. Elle va descendre ensuite, elle va plonger sous les trottoirs des grandes villes, rejoindre des câbles qui eux-mêmes vont rejoindre d'autres câbles, notamment des câbles sous-marins, parce que ma photo de vacances, elle pourrait par exemple être stockée dans un réseau social américain, donc elle va aller jusqu'aux États-Unis, elle va être stockée dans un centre de données américain, et même plusieurs centres de données américains, parce que ma donnée, ma photo de vacances, en fait, elle va être redondée, et puis après, elle va faire le chemin inverse, à nouveau par des câbles sous-marins sous l'océan Atlantique, et se retrouver dans le téléphone de mon voisin. Donc, il va y avoir 3 mètres entre moi et le téléphone de mon voisin, mais en fait, ma photo de vacances, elle aura parcouru des milliers de kilomètres à 200 000, 300 000 kilomètres par seconde. Mon dernier message, et je reprendrai ici une phrase de Saint-Exupéry, c'est qu'on ne peut pas être responsable et désespéré. Nous sommes responsables de ce phénomène et nous devons agir, nous pouvons agir pour rendre le monde meilleur, pour faire baisser la pollution numérique.